je vais vous infliger une petite présentation comme tout le monde. On va essayer de faire court. Donc je m'appelle Mathieu Lux, c'est Sweep sur les réseaux sociaux. Je travaille dans une boîte qui est cool, qui s'appelle Zenica, donc viendez, hein, plus habituel. J'organise un meet-up qui est cool, donc viendez, hein, pareil. Donc le Node.js pour parler JavaScript à Lyon une fois par mois. Puis j'ai un petit projet open source aussi, un générateur YOML. Donc je fête fièrement, très fièrement la 1.0. J'intègre plein de techno cool pour commencer un projet avec Angular. Donc si vous commencez un projet avec Angular, jetez un œil. Puis en plus je vais m'en servir aujourd'hui parce que c'est un outil pratique. Je vais vous parler de ES6, ECMAScript 6. Ça c'est la super page d'intro de la vraie doc du PDF qui fait quelques centaines de pages comme toute bonne spécification qui se respecte et que je vous invite pas à lire parce que c'est infiable comme toute bonne spécification qui se respecte. Là j'en suis au moment fatidique de mon talk où je demande qui était voir Christophe Partenay hier. Cool, ça m'arrange. Donc j'étais parti sur le principe, ça m'énerve, il a déjà tout présenté, j'ai plus rien à dire. Et puis j'ai changé de fusil d'épaule en disant du coup je vais zapper, je vais présenter autre chose. Comme lui, Babel c'est cool et ça permet de faire du ES6 aujourd'hui et de ne pas être trop inquiété par le support des navigateurs vu que ça vous le recompile en ES5. Là il y a 2-3 personnes qui râlent parce que il faut recompiler le JavaScript, tout ça, je ne peux pas le livrer en prod. Alors déjà si vous le livrez en prod directement, vous avez tort. Et deuxièmement, si vous n'avez pas le plugin qu'il vous faut dans Babel pour le compiler avec votre outil, n'importe lequel, je ne sais pas comment vous faites parce qu'il y a des plugins pour tout. Là j'ai mis les plus connus. Vraiment Babel c'est l'outil où il n'y a aucune excuse de ne pas réussir à intégrer ça dans son process. Alors mon approche pour présenter ES6, donc les concepts vont être relativement les mêmes, mais l'approche c'était de partir d'une appli qui marche. Bon, c'est une appli de test, hein, ça vaut ce que ça vaut, mais qui marche en Angular. J'ai utilisé mon générateur parce que j'ai envie d'avoir le library load, j'ai envie d'avoir Babel, etc. Et puis comme je fais beaucoup d'Angular, j'ai utilisé Angular. Hein. Et puis après j'ai mis quelques petits trucs rigolos comme Angular Material et le nouveau routeur histoire de faire un petit peu hype. Mais grosso modo c'est une appli Angular. Et sa particularité pour le moment, c'est d'avoir fait en ES5. Elle est quand même compilée avec Babel et ça marche. Et ça vous rappelle que le ES6 c'est complètement rétrocompatible et que vous pouvez écrire en ES5, compiler avec Babel et que ça marche exactement comme avant. Je vous la présente rapidement l'appli. Donc comme il fallait un prétexte et que comme on n'est pas très inspiré quand on est développeur, on fait une application qui liste des bières. Voilà. Comme c'est à la mode, je fais mobile first parce que c'est cool. Et voilà, il y a des listes, des tuiles, et puis comme je voulais me la péter un peu, j'ai mis une animation CSS qui tue quand on change de page. C'est à peu près tout, l'animation CSS n'apporte rien au code JavaScript. Le but en même temps était que le code JavaScript soit particulièrement simple pour que je puisse vous le présenter, ce que je vais faire tout de suite. Le code, donc à peu de choses près. Donc là, on est vraiment en ES5, et comme je suis un peu extrémiste, j'ai utilisé toutes les bonnes pratiques de code Angular en ES5. Ce qui crée un petit peu des choses laides mais qui sont bonnes pratiques du type le useStrict à cet endroit-là, etc. Donc on a un petit fichier module qui initialise Angular et crée un module. Mon appli en interne s'appelle 526, petit hommage à l'ancien nom de Babel qui était 625. J'ai deux vues, la vue liste. Je ne rentre pas dans les détails parce que je ne vais pas creuser énormément. Son rôle principal est de récupérer la liste des bières avec une requête Ajax qui est là. La vue détail qui fait à peu près la même chose, c'est-à-dire qu'elle récupère les données avec une requête Ajax d'une bière en particulier, d'une brasserie en l'occurrence, pour être précis, et d'un service Angular qui, grosso modo, est responsable de réaliser les requêtes. Et comme je suis un peu taquin, j'ai fait que mon service REST était mal foutu et que j'ai besoin de deux requêtes Ajax pour récupérer les informations sur la brasserie et la liste de ses bières. Parce que ça sert mon discours, forcément. Donc je fais un serveur un petit peu comme ça. Donc pour le moment elle marche. Et donc
je vais faire un petit peu de live coding juste après. Et particularité de ce live coding, mon objectif ne sera pas de vous montrer quelque chose comme vous y attendez. Le const, là par contre je suis d'accord, le const à mon avis est plus important que le let. Des variables qu'on réaffecte une deuxième fois dans un code en fait d'une façon générale, c'est super rare. Je trouve ça une très bonne indication à la personne qui va relire votre code de dire cette variable ne sera jamais réaffectée, ne t'inquiète pas. Et c'est sincèrement 90% de vos variables. Surtout si vous commencez à toucher un peu le fonctionnel, etc. Donc mangez-en. Donc simplement, si vous essayez de réaffecter la variable, ça va planter, c'est tout simple. Et c'est ce qu'on veut. Pas grand chose avec l'affectation de variables, mais j'ai regroupé ça, j'ai regroupé les nouvelles strings. Donc là malheureusement mon highlighter de code a complètement perdu les pédales, mais c'est quand même intéressant. Donc en JavaScript on avait déjà deux indicateurs pour les strings qui étaient les doubles quotes et les simples quotes, qui n'avaient aucune différence si vous vous posiez encore la question. Maintenant on en a un troisième, le backtick, que je vous invite à apprendre, mais à trouver votre touche sur le clavier. Donc voilà, il y a différentes nouvelles fonctionnalités sur cette string qui sont notamment la possibilité de faire du multiligne, et quand on fait des templates HTML à l'intérieur d'un JavaScript, ce qui arrive quand même une fois de temps en temps, c'est quand même bien pratique, et l'interprétation avec des dollars, c'est chouette. C'est chouette par exemple quand on veut faire des requêtes AJAX sur des URL de serveurs, genre. Comme j'ai que 20 minutes pour ce talk, ou 25 minutes, je ne peux pas faire toute l'appli, je vous invite à retrouver le code de toute l'appli. Je vais me concentrer surtout sur le service, ça me permet d'illustrer la plupart du temps et de gagner la plupart des choses et gagner un peu de temps. Dans ce ordre-là, c'est mieux. Donc là, l'idée c'est d'appliquer un peu les nouveaux concepts. La première chose que j'ai envie de faire, c'est de virer les barres et de choisir la bonne déclaration. À base de est-ce que je vais redéfinir cette variable qui est l'URL de mon serveur. La réponse est relativement simplement non. Du coup, je n'utilise pas let, j'utilise const. Ça, c'est l'instance de mon service. Pareil, je ne vais jamais la redéfinir. Comme dit, même si je redéfinis l'intérieur de l'objet, c'est que la réaffectation de la variable service, la référence service qui est importante. Donc là, c'est sûr que je ne la changerai jamais. Pratiquement, pour faire exprès d'avoir quand même un let et de pouvoir vous le montrer, là j'ai une variable que je réaffecte, je la réaffecte ici. Donc là, si je mets const, ça va me péter à la tête. Donc là, je mets let. Donc voilà, je peux commencer doucement à mettre en place, à faire évoluer mon code. Vous voyez que ça marche toujours, Babel est passé, il m'a rétabli le code. On voit que ça a changé, comme ça je peux vous le prouver. Mais ça marche toujours.
Les strings quand même c'est pas mal, notamment quand on a ces petites constructions d'URL REST là avec des variables à l'intérieur. On a quand même envie de se servir de cette petite fonctionnalité sympa. Et là, contrairement à mes slides, mon éditeur comprend quelque chose à l'interpolation et me l'affiche correctement. Et ça, c'est plutôt cool. Sauf que après, si je fais des fautes de frappe, forcément, il interprète moins bien, mais vous avez compris. Là, c'est le moment où je veux taper vite parce que j'ai pas grand chose à combler pendant que je le fais. Tac, tac, tac. Alors, le seul défaut du backtick, c'est qu'on est obligé de mettre un espace parce qu'ils font ça pour un accent par défaut. En tout cas en français. Et c'est chiant. Le dollar accolade, c'est pour créer une interpolation, c'est-à-dire qu'à l'intérieur du dollar accolade, il va mettre le toString de la valeur que tu mets à l'intérieur. Comme diraient les trollers, comme en PHP depuis des lustres, ce genre de choses. Ça, j'avoue, c'était pas une des grandes forces de mettre des plus à chaque fois. Ouais. Il a bien mes variables et ça marche toujours, je suis content, je joue avec mon animation, tout va bien. Ok, donc on va passer à des choses un petit peu plus sérieuses, qui sont donc ce nouveau principe de classe. La syntaxe est plutôt sympa, comme je dis, classe, le nom de la classe, un constructeur qui sera forcément instancié quand vous faites un new, et des méthodes, et puis comme dit, voilà, vous n'êtes plus obligé d'utiliser le mot-clé function, c'est quand même syntaxiquement plus sympa, vous n'avez pas les virgules, et puis vous oubliez systématiquement la dernière virgule, ou vous ne la mettez pas, etc. Non, c'est bien, ça marche. Par contre, exceptionnellement, là j'ai mis ce qui ressort de Babel, quand on met exactement le bout de code d'avant. Ce qui est en commentaire, c'est une petite partie de check pour dire que vous n'utilisez pas ça comme un cochon. Mais fondamentalement, ce qui sort, c'est exactement comme ça qu'on crée un prototype avant. Donc c'est vraiment pour illustrer que le mot-clé classe ne rajoute pas de concept, ne change pas les concepts du JavaScript. Vous êtes toujours dans un langage prototypé où c'est puissant aussi, et c'est pas non plus une perte, mais voilà, le concept de classe en JavaScript reste un concept de prototype qui n'est pas du tout fondamentalement la même essence qu'une classe en Java. En parlant des classes, j'associe la notion de arrow function parce que je trouve que c'est vraiment très intéressant et très important d'avoir les deux l'une à côté de l'autre. Donc la version la plus simple de l'arrow function, c'est de se dire qu'on peut écrire comme le premier exemple ici, on peut écrire des fonctions sans utiliser le mot-clé function, et Dieu sait qu'on l'a trop écrit quand on fait beaucoup de JavaScript. Mais voilà, il y a énormément d'autres choses. Déjà, il y a des petites facilités de syntaxe qui sont que si jamais j'ai plus qu'un seul argument, je peux virer les parenthèses. Si jamais j'ai plus qu'une seule ligne, je peux virer les accolades et je peux en plus virer le return. C'est-à-dire que par défaut, il considère que je return. C'est très pratique quand on fait des maps, quand on fait pas mal de choses très très simples. La seule ligne qu'on écrit, c'est le return. Mais c'est pas seul, il n'y a pas que ça, il y a aussi cette notion qu'il n'y a pas de surcharge de this, il n'y a pas de contexte dans cette fonction fléchée, et ça change beaucoup la sémantique, et c'est très pratique parce qu'on avait toujours ces fameux problèmes de this. Est-ce qu'il y a un des effets de bord en fait de l'apparition du mot-clé classe en JavaScript, c'est que on avait souvent supprimé en fait l'utilisation des classes parce que les gens ne comprenaient rien aux this, voilà, des prototypes en tout cas, et du coup là avec les classes on va refaire et on va revoir des this et on va revoir les problèmes. Et c'est que parce que vous avez les classes mais aussi les arrow functions que vous allez pouvoir avoir une chance de vous en sortir avec les this et que vous n'aurez pas de problème. Ce code que j'écris ici ne marche qu'avec une arrow function et surtout pas avec un mot-clé function parce que le this qui est ici, pour ceux qui ont fait beaucoup de JavaScript, le this qui est ici serait faux aussi avec le mot-clé function parce que le this à l'intérieur de cette petite fonction ici est surchargé par la fonction. Donc il y a des solutions pour s'en sortir, on utilisait le binding, on utilisait voilà, mais maintenant avec l'arrow function ça marche. Ça je peux l'appliquer. Et c'est assez sympa dans Angular parce que il y a pas mal des notions d'Angular qui peuvent s'adapter au concept de classe et les services en sont le meilleur exemple.
on peut transformer le service comme étant une classe, un service Angular comme étant une classe. Ce qu'on avait avant devient constructeur. Avec l'injection de dépendance, ça marche dans le constructeur, ça marche très bien. On n'est plus obligé de créer l'instance et la retourner comme on faisait avant. On peut dire que notre classe, c'est effectivement la classe de notre service et il sera instancié par Angular. On peut virer tout ça. Ce que j'aime bien dans la démo et dans cette transformation de code, c'est qu'au fur et à mesure, je vire du code et ça, c'est cool. Et en plus du code qui est moche la plupart du temps. Donc ensuite, nos méthodes deviennent des méthodes, donc je peux simplement supprimer ça. Là, c'est un peu compliqué au niveau de l'inventation, mais on s'en sort normalement au bout d'un moment. Toc. Bon, alors là, j'ai... Ah oui, non. Effectivement, je me disais, c'est louche cette affaire. Voilà, toc. Ok. Donc là, on a transformé le service Angular en classe. Il faut juste lui dire que... bon, alors là, c'est les arcanes d'Angular, je ne rentre pas dans les détails. Mais au lieu de lui rendre une instance, on lui rend la classe du service, il faut le prévu. Donc ça, c'est pas mal, mais vous voyez que maintenant, il nous souligne énormément de trucs. Et ça, c'est vraiment pas très sympa. Et ça, c'est un petit peu une contrepartie. Une contrepartie qui est que avant, vous aviez plein de trucs un peu gratos avec les closures en JavaScript. Quand vous avez votre variable Bravery Host qui était là, vous l'aviez de façon transparente ici, parce que c'est un mécanisme de closure du JavaScript, que c'est transparent, qu'il y a plein de gens qui ne savent pas qu'ils l'utilisent, mais qui l'utilisent. Maintenant que vous faites des classes, ça ne marche plus. Là, il est en train de me dire que Bravery Host, je le définis dans le constructeur, mais je l'utilise nulle part, et c'est une variable news. Et c'est chiant. Et du coup, une des contreparties un petit peu, c'est que vous êtes obligé de faire du sys-larigot, et notamment mettre cette variable dans l'objet. Mais pas seulement ça, aussi tout ce que vous avez injecté là, vous n'avez pas naturellement ici, il faut aussi. Du coup, malheureusement, quand on fait du Angular OS 6, on tape un petit peu souvent ce genre de truc, c'est assez désespérant, mais c'est comme ça. Alors, je n'ai pas le temps de rentrer dans les notations un peu avancées, on peut faire ça beaucoup plus vite en une ligne, mais il y a quand même une répétition de la liste des injections. Et puis après, je vous l'avais promis, il faut mettre des sys un petit peu partout. Si vous ne voyez plus beaucoup de sys en JavaScript, c'est parce qu'on avait arrêté de s'en servir parce que c'était moche. Et là, vous allez en revoir, mais alors un paquet, quoi. Voilà, c'est pas mal. C'est pas mal, sauf que là, normalement, c'est le moment où je fais le fail exprès. Et ça marche, c'est pas normal. Pas très sympa de marcher quand ça devrait pas. Ah, mais si, ça. C'est bon, ça marche. C'est sur l'autre vue que ça marche pas. Bref, là j'utilise un sys à l'intérieur d'un callback, cas typique de système de sys qui ne marche pas. Et c'est pour ça que j'ai associé stratégiquement le concept de arrow function au même niveau que les classes. C'est parce que là je suis dans un callback, donc dans une autre fonction, qui a un son sys et qui je n'ai pas surchargé, donc il n'est pas ce que je voulais, c'est plus la classe de mon objet, et je suis dans la misère du JavaScript. Heureusement, les arrow functions sont là, et si je remplace cette fonction par une arrow function qui ne surcharge pas le sys, je vais m'assurer que le sys qui est là, c'est toujours le sys de dessus, et j'ai plus de problème. Je vais le faire là aussi par facilité. J'aurais pu virer les parenthèses aussi, mais bon, ça prend du temps. Et là, normalement,
Messieurs, dames, un peu d'attention s'il vous plaît. Mathieu Lux. Découvrir ES6 par le code. Bonjour à tous. Je vais vous infliger une petite présentation comme tout le monde. On va essayer de faire court. Donc je m'appelle Mathieu Lux, c'est Sweep sur les réseaux sociaux. Je travaille dans une boîte qui est cool, qui s'appelle Zenica, donc viendez, le habituel. J'organise un meet-up qui est cool, donc viendez, pareil. Donc le Node.js pour parler JavaScript à Lyon une fois par mois. Puis j'ai un petit projet open source aussi, un générateur YOML. Donc je fête fièrement, très fièrement la 1.0. J'intègre plein de techno cool pour commencer un projet avec Angular. Donc si vous commencez un projet avec Angular, jetez un œil. Puis en plus je vais m'en servir aujourd'hui parce que c'est un outil pratique. Je vais vous parler de ES6, ECMAScript 6. Ça c'est la super page d'intro de la vraie doc du PDF qui fait quelques centaines de pages comme toute bonne spécification qui se respecte et que je vous invite pas à lire parce que c'est inchiable comme toute bonne spécification qui se respecte. Là j'en suis au moment fatidique de mon talk où je demande qui était voir Christophe Porteneuve hier. Cool, ça m'arrange. Donc j'étais parti sur le principe, ça m'énerve, il a déjà tout présenté, j'ai plus rien à dire. Et puis j'ai changé de fusil d'épaule en disant du coup je vais zapper, je vais présenter autre chose. Comme lui, Babel c'est cool et ça permet de faire du ES6 aujourd'hui et de ne pas être trop inquiété par le support des navigateurs vu que ça vous le recompile en ES5. Là il y a 2-3 personnes qui râlent parce que il faut recompiler le JavaScript, tout ça, je ne peux pas le livrer en prod. Alors déjà si vous le livrez en prod directement, vous avez tort. Et deuxièmement, si vous n'avez pas le plugin qu'il vous faut dans Babel pour le compiler avec votre outil, n'importe lequel, je ne sais pas comment vous faites parce qu'il y a des plugins pour tout. Là j'ai mis les plus connus. Vraiment Babel c'est l'outil où il n'y a aucune excuse de ne pas réussir à intégrer ça dans son process. Alors moi mon approche pour présenter ES6, donc les concepts vont être relativement les mêmes, mais l'approche c'était de partir d'une appli qui marche. C'est une appli de test, ça vaut ce que ça vaut, mais qui marche en Angular. J'ai utilisé mon générateur parce que j'ai envie d'avoir le library load, j'ai envie d'avoir Babel, etc. Et puis comme je fais beaucoup d'Angular, j'ai utilisé Angular. Et puis après j'ai mis quelques petits trucs rigolos comme Angular Matériel et le nouveau routeur histoire de faire un petit peu hype. Mais grosso modo c'est une appli Angular. Et sa particularité pour le moment, c'est d'avoir fait en ES5. Elle est quand même compilée avec Babel et ça marche. Et ça vous rappelle que le ES6 c'est complètement rétrocompatible et que vous pouvez écrire en ES5, compilé avec Babel et que ça marche exactement comme avant. Je vous la présente rapidement l'appli. Donc comme il fallait un prétexte et que comme on n'est pas très inspiré quand on est développeur, on fait une application qui liste des bières. Voilà. Comme c'est à la mode, je fais mobile first parce que c'est cool. Et voilà, il y a des listes, des tuiles, et puis comme je voulais me la péter un peu, j'ai mis une animation CSS qui tue quand on change de page. C'est à peu près tout, l'animation CSS n'apporte rien au code JavaScript. Le but en même temps était que le code JavaScript soit particulièrement simple pour que je puisse vous le présenter, ce que je vais faire tout de suite. Le code, donc à peu de choses près. Donc là, on est vraiment en ES5. Et comme je suis un peu extrémiste, j'ai utilisé toutes les bonnes pratiques de code Angular en ES5, ce qui crée un petit peu des choses laides, mais qui sont bonnes pratiques, du type le usestrict à cet endroit-là, etc. Donc on a un petit fichier module qui initialise Angular et crée un module. Mon appli en interne s'appelle 526, petit hommage à l'ancien nom de Babel qui était 625. J'ai deux vues, la vue liste. Je ne rentre pas dans les détails parce que je ne vais pas creuser énormément. Son rôle principal est de récupérer la liste des bières avec une requête Ajax qui est là. La vue détail qui fait à peu près la même chose, c'est-à-dire qu'elle récupère les données avec une requête Ajax d'une bière en particulier, d'une brasserie en l'occurrence, pour être précis, et d'un service Angular qui, grosso modo, est responsable de réaliser les requêtes. Et comme je suis un peu taquin, j'ai fait que mon service REST était mal foutu et que j'ai besoin de deux requêtes Ajax pour récupérer les informations sur la brasserie et la liste de ses bières.
parce que ça sert mon discours, forcément. Donc je fais un serveur un petit peu comme ça. Donc pour le moment elle marche, et donc je vais faire un petit peu de live coding juste après. Et particularité de ce live coding, mon objectif ne sera pas de vous montrer quelque chose qui ne marchait pas au début, c'est de vous montrer un truc qui marche toujours à la fin. Et je vais péter le code, je vais le refaire en ES6, et l'objectif c'est que ça marche toujours. Parfois on ne me croit pas, du coup là j'ai la source du code dans SourceMap de la source du code qui est exécutée, et vous allez voir que le site normalement il ne change pas, mais le code il change. Allez, c'est parti. Du coup, l'idée c'est que je vais passer très vite sur les concepts ES6 et je vais surtout passer du temps à les mettre en pratique. Je vais les regrouper un petit peu histoire de faire un ensemble de choses à voir avant de les mettre en pratique, parce que je ne vais pas les mettre un par un en pratique. Donc j'ai commencé par mettre les incontournables, les petits trucs gratuits qu'on découvre au début mais qui font pas ES6 mais qui c'est quand même sympa. La première chose, je le mets en tout cas en premier, c'est l'apparition du let qui remplace le var. Je vais essayer de ne pas passer toute la conf à comparer à Christophe Porteneuf, mais moi j'ai tendance à dire que ça le remplace pour de vrai, dans le sens où le var, donc actuellement le let est un peu moins performant, mais grosso modo le var n'apporte rien que le let apporte. La seule particularité du let, c'est qu'il respecte les blocs comme les autres langages. Voilà, les specs sont différentes, c'est juste comme les autres langages et du coup ça perturbe beaucoup moins les gens. Cette snippet de code est l'exemple le plus typique de bizarrerie du JavaScript. On déclare une variable à l'intérieur d'un bloc if, sauf qu'en ES5 il n'y a que la fonction qui est un bloc, donc à l'intérieur du if on est à l'extérieur, donc quand on déclare une variable ça marche en JavaScript, ça marche dans zéro autre langage, mais ça marche en JavaScript. Le let ne vous permet plus ça, il a un système de blocs comme on a l'habitude et vous plante à la figure comme vous y attendez. Le const, là par contre je suis d'accord, le const à mon avis est plus important que le let. Des variables qu'on réaffecte une deuxième fois dans un code en fait d'une façon générale, c'est super rare. Je trouve ça une très bonne indication à la personne qui va relire votre code de dire cette variable ne sera jamais réaffectée, ne t'inquiète pas. Et c'est sincèrement 90% de vos variables, surtout si vous commencez à toucher un peu fonctionnel, etc. Donc mangez-en. Donc simplement, si vous essayez de réaffecter la variable, ça va planter, c'est tout simple. Et c'est ce qu'on veut. Pas grand chose avec l'affectation de variables, mais j'ai regroupé les nouvelles strings. Donc là malheureusement mon highlighter de code a complètement perdu les pédales, mais c'est quand même intéressant. Donc en JavaScript on avait déjà deux indicateurs pour les strings qui étaient les doubles quotes et les simples quotes, qui n'avaient aucune différence si vous vous posiez encore la question. Maintenant on en a un troisième, le backtick, que je vous invite à apprendre, mais à trouver votre touche sur le clavier. Donc voilà, il y a différentes nouvelles fonctionnalités sur cette string qui sont notamment la possibilité de faire du multiligne, et quand on fait des templates HTML à l'intérieur d'un JavaScript, ce qui arrive quand même une fois de temps en temps, c'est quand même bien pratique, et l'interpolation avec des dollars, c'est chouette. C'est chouette par exemple quand on veut faire des requêtes AJAX sur des URL de serveurs, genre. Comme j'ai que 20 minutes pour ce talk, ou 25 minutes, je ne peux pas faire toute l'appli, je vous invite à retrouver le code de toute l'appli. Je vais me concentrer surtout sur le service, ça me permet d'illustrer la plupart du temps et de gagner la plupart des choses et gagner un peu de temps. Dans ce ordre-là, c'est mieux. Donc là, l'idée c'est d'appliquer un peu les nouveaux concepts. La première chose que j'ai envie de faire, c'est de virer les barres et de choisir la bonne déclaration. À base de est-ce que je vais redéfinir cette variable qui est l'URL de mon serveur. La réponse est relativement simplement non. Du coup, je n'utilise pas let, j'utilise const. Ça c'est l'instance de mon service, pareil, je ne vais jamais la redéfinir. Comme dit, même si je redéfinis l'intérieur de l'objet, c'est que la réaffectation de la variable service, la référence service qui est importante. Donc là c'est sûr que je ne la changerai jamais. Pratiquement, pour faire exprès d'avoir quand même un let et de pouvoir vous le montrer, là j'ai une variable que je réaffecte, je la réaffecte ici. Donc là si je mets const, ça va me péter à la tête. Donc là je mets let. Donc voilà, je peux commencer doucement à mettre
à mettre en place, à faire évoluer mon code. Vous voyez que ça marche toujours, Babel est passé, il m'a rétabli le code. On voit que ça a changé, comme ça je peux vous le prouver, mais ça marche toujours. Les strings quand même c'est pas mal, notamment quand on a ces petites constructions d'URL REST là avec des variables à l'intérieur. On a quand même envie de se servir de cette petite fonctionnalité sympa. Et là, contrairement à mes slides, mon éditeur comprend quelque chose à l'interpolation et me l'affiche correctement. Et ça, c'est plutôt cool. Sauf que après, si je fais des fautes de frappe, forcément, il interprète moins bien, mais vous avez compris. Là, c'est le moment où je dois taper vite parce que j'ai pas grand chose à combler pendant que je le fais. Tac, tac, tac. Alors, le seul défaut du backtick, c'est qu'on est obligé de mettre un espace parce qu'ils font ça pour un accent par défaut. En tout cas en français. Et c'est chiant. Le dollar accolade, c'est pour créer une interpolation, c'est-à-dire qu'à l'intérieur du dollar accolade, il va mettre le toString de la valeur que tu mets à l'intérieur. Comme diraient les trollers, comme en PHP depuis des lustres, ce genre de choses. Ça, j'avoue, c'était pas une des grandes forces de mettre des plus à chaque fois. Il a bien mes variables et ça marche toujours, je suis content, je joue avec mon animation, tout va bien. Ok, donc on va passer à des choses un petit peu plus sérieuses, qui sont donc ce nouveau principe de classe. La syntaxe est plutôt sympa, comme dit, classe, le nom de la classe, un constructeur qui sera forcément instancié quand vous faites un new, et des méthodes, et puis comme dit, voilà, vous n'êtes plus obligé d'utiliser le mot-clé function, c'est quand même syntaxiquement plus sympa, vous n'avez pas les virgules, et puis vous oubliez systématiquement la dernière virgule, ou vous la mettez pas, etc. Non, c'est bien, ça marche. Par contre, exceptionnellement, là j'ai mis ce qui ressort de Babel, quand on met exactement le bout de code d'avant. Ce qui est en commentaire, c'est une petite partie de check pour dire que vous n'utilisez pas ça comme un cochon. Mais fondamentalement, ce qui sort, c'est exactement comme ça qu'on crée un prototype avec. Donc c'est vraiment pour illustrer que le mot-clé classe ne rajoute pas de concept, ne change pas les concepts du JavaScript. Vous êtes toujours dans un langage prototypé où c'est puissant aussi, et c'est pas non plus une perte, mais voilà, le concept de classe en JavaScript reste un concept de prototype qui n'est pas du tout fondamentalement la même essence qu'une classe en Java. En parlant des classes, j'associe la notion de arrow function parce que je trouve que c'est vraiment très intéressant et très important d'avoir les deux l'une à côté de l'autre. Donc la version la plus simple de l'arrow function, c'est de se dire qu'on peut écrire comme le premier exemple ici, on peut écrire des fonctions sans utiliser le mot-clé function, et Dieu sait qu'on l'a trop écrit quand on fait beaucoup de JavaScript. Mais voilà, il y a énormément d'autres choses. Déjà, il y a des petites facilités de syntaxe qui sont que si jamais j'ai plus qu'un seul argument, je peux virer les parenthèses. Si jamais j'ai plus qu'une seule ligne, je peux virer les accolades, et je peux en plus virer le return. C'est-à-dire que par défaut, il considère que je return. C'est très pratique quand on fait des maps, quand on fait pas mal de choses très très simples. La seule ligne qu'on écrit, c'est le return. Mais c'est pas seul, il n'y a pas que ça, il y a aussi cette notion qu'il n'y a pas de surcharge de this, il n'y a pas de contexte dans cette fonction fléchée, et ça change beaucoup la sémantique, et c'est très pratique parce qu'on avait toujours ces fameux problèmes de this. Et ce qui est un des effets de bord en fait, de l'apparition du mot-clé classe en JavaScript, c'est que on avait souvent supprimé en fait, l'utilisation des classes parce que les gens ne comprenaient rien aux this. Voilà. Des prototypes en tout cas, et du coup là avec les classes on va refaire et on va revoir des this et on va revoir les problèmes. Et c'est que parce que vous avez les classes mais aussi les arrow functions que vous allez pouvoir avoir une chance de vous en sortir avec les this et que vous n'aurez pas de problème. Ce code que j'écris ici ne marche qu'avec une arrow function et surtout pas avec un mot-clé function parce que le this qui est ici, pour ceux qui ont fait beaucoup de JavaScript, le this qui est ici serait faux aussi avec le mot-clé function parce que le this à l'intérieur de cette petite fonction ici est surchargé par la fonction. Donc il y a des solutions pour s'en sortir, on utilisait le binding, on utilisait voilà, mais maintenant avec l'arrow function ça marche. Ça je peux l'appliquer. Et c'est assez sympa dans Angular parce que
il y a pas mal des notions d'Angular qui peuvent s'adapter au concept de classe, et les services en sont le meilleur exemple. On peut transformer le service comme étant une classe, un service Angular comme étant une classe. Ce qu'on avait avant devient constructeur. Avec l'injection de dépendance, ça marche dans le constructeur, ça marche très bien. On n'est plus obligé de créer l'instance et la retourner comme on faisait avant. On peut dire que notre classe, c'est effectivement la classe de notre service et il sera instancié par Angular. On peut virer tout ça. Ce que j'aime bien dans la démo et dans cette transformation de code, c'est qu'au fur et à mesure, je vire du code et ça, c'est cool. Et en plus du code qui est moche la plupart du temps. Donc ensuite, nos méthodes deviennent des méthodes, donc je peux simplement supprimer ça. Là, c'est un peu compliqué au niveau de l'indentation. Mais on s'en sort normalement au bout d'un moment. Toc. Bon, alors là, j'ai... Ah oui, non. Effectivement, je me disais, c'est louche cette affaire. Voilà, toc. Ok. Donc là, on a transformé le service Angular en classe. Il faut juste lui dire que... bon, alors là, c'est les arcanes d'Angular, je ne rentre pas dans les détails. Au lieu de lui rendre une instance, on lui rend la classe du service, il faut le prélever. Donc ça c'est pas mal, mais vous voyez que maintenant il nous souligne énormément de trucs, et ça c'est vraiment pas très sympa. Et ça c'est un petit peu une contrepartie qui est que avant vous aviez plein de trucs un peu gratos avec les closures en JavaScript. Quand vous avez votre variable BreadBerry-Host qui était là, vous l'aviez de façon transparente ici, parce que c'est un mécanisme de closure du JavaScript, que c'est transparent, qu'il y a plein de gens qui ne savent pas qu'ils l'utilisent, mais qui l'utilisent. Maintenant que vous faites des classes, ça ne marche plus. Là, il est en train de me dire que BreadBerry-Host, je le définis dans le constructeur, mais je l'utilise nulle part, et c'est une variable news, et c'est chiant. Et du coup, une des contreparties un petit peu, c'est que vous êtes obligé de faire du sys à tire-larigot, et notamment mettre cette variable dans l'objet. Mais pas seulement ça, aussi tout ce que vous avez injecté là, vous n'avez pas naturellement ici, il faut aussi. Du coup, malheureusement, quand on fait du Angular OS 6, on tape un petit peu souvent ce genre de truc assez désespérant, mais c'est comme ça. Alors, je n'ai pas le temps de rentrer dans les notations un peu avancées, on peut faire ça beaucoup plus vite en une ligne, mais il y a quand même une répétition de la liste des injections. Et puis après, je vous l'avais promis, il faut mettre des sys un petit peu partout. Si vous ne voyez plus beaucoup de sys en JavaScript, c'est parce qu'on avait arrêté de s'en servir parce que c'était moche. Et là, vous allez en revoir, mais alors un paquet, quoi. Voilà, c'est pas mal. C'est pas mal, sauf que là, normalement, c'est le moment où je fais le fail exprès. Et ça marche, c'est pas normal. Pas très sympa de marcher quand ça devrait pas. Ah, mais si, ça. C'est bon, ça marche. C'est sur l'autre vue que ça marche. Bref, là j'utilise un sys à l'intérieur d'un callback, cas typique de système de sys qui ne marche pas. Et c'est pour ça que j'ai associé stratégiquement le concept de arrow function au même niveau que les classes. C'est parce que là je suis dans un callback, donc dans une autre fonction, qui a un son 10 et qui je n'ai pas surchargé, donc qui n'est pas ce que je voulais. C'est plus la classe de mon objet, et je suis dans la misère du JavaScript. Heureusement, les arrow functions sont là, et si je remplace cette fonction par une arrow function qui ne surcharge pas le sys, je vais m'assurer que le sys qui est là, c'est toujours le sys de dessus, et j'ai plus de problème. Je vais le faire là aussi par facilité. J'aurais pu virer les parenthèses aussi, mais bon, ça prend du temps. Et là, normalement, je peux de nouveau changer et j'ai plus d'erreur dans la concept. Donc voilà pourquoi j'ai associé les deux concepts. Ok, on retourne au concept. La modularisation. Donc ça, c'est vraiment... je suis complètement plus à la bourre que je le pensais. Donc on va speeder, mais tout va bien. La modularisation, c'est vraiment cool, vous l'avez peut-être vu hier. Du coup, on a la possibilité implicitement, tous vos fichiers vont être isolés. Donc ça, c'est vraiment bien. Et vous choisissez ce que vous exportez, ce que vous importez des autres fichiers avec le mot-clé export et le mot-clé const. J'ai fait très simple, là je fais un fichier qui exporte des variables et voilà. Il y a pas mal de subtilité dans la notation, mais bon, l'idée est là. Je ne rentre pas dans les détails, mais je montre juste ce que ça peut donner dans la transformation Angular. J'aurais plus trop le temps de le tester, mais je vous le montre.
plutôt que de faire les fonctions isolantes manuelles que je faisais avant et des useStrict que j'étais obligé de faire explicitement dans chaque fichier, sinon c'était le bazar, ES6 c'est fini. Mon service Angular peut devenir tout simplement une classe que j'exporte et que j'inscrirai dans Angular plus tard. Et là, on gagne beaucoup en propreté et on s'isole en plus d'Angular parce que voilà, le service devient juste une classe ES6. L'idée, c'est juste de faire quand même ça avec un import au-dessus, mais là, j'ai plus trop le temps, je suis obligé de passer à la suite. Oui, non, je passe juste, c'est la gestion des modules dans le navigateur. Donc, basiquement, la gestion des modules dans les navigateurs, aujourd'hui, ça ne marche pas. Voilà, il faut juste tirer ça dans le crâne. On a deux stratégies pour le faire marcher. C'est de simuler Node, c'est-à-dire que Babel transforme le code en quelque chose de compatible Node, et ensuite de faire un bundle avec des outils qui sont Webpack ou Browserify. Donc c'est toujours des trucs en plusieurs étapes en fait. Donc ça c'est une des stratégies. La deuxième stratégie c'est l'utilisation de System.js qui est une simulation de ce que sera peut-être la gestion dans les navigateurs. Et on dit à Babel d'utiliser ça et ensuite on utilise la librairie. Mais en natif dans les navigateurs aujourd'hui il n'y en a aucun et c'est même pas en expérimental, il n'y a juste rien. Voilà. Je voulais parler un peu de l'asynchrone. Est-ce que je peux prendre encore 3 minutes ou pas? Non? Ouais? 2. Je lâche quand même. En ES6, il y a un truc très important aussi que vous avez vu pas mal hier. Je vais essayer de rajouter juste un truc ou deux que je voulais dire. Donc c'est les promesses. Voilà, quand on découpe les promesses, on passe juste d'un code avec callback qui est celui-là à un code avec promesse qui est celui-là. J'ai simplement mis la promesse dans une variable avant de m'en servir juste pour vous créer la notion qu'il y a vraiment cette possibilité avec les promesses de demander la requête et traiter la réponse, de traiter ce qu'on va en faire un peu plus tard. Et rien que ça, c'est déjà une vraie révolution. Il faut vraiment l'utiliser un petit peu pour en sentir la force, mais c'est vraiment important. Et la deuxième chose vraiment importante, c'est le chaînage. C'est de se dire que quand on voulait chaîner 3 requêtes en callback, on était obligé de les mettre les uns dans les autres, il n'y avait juste pas d'autre solution. Avec les promesses, le principe c'est qu'on crée une promesse et dans le traitement d'une promesse, on rend une nouvelle promesse. Voilà. Et au lieu de traiter la réponse de la deuxième promesse à la chaîne de la deuxième ici, on peut traiter la réponse de la deuxième promesse à la chaîne de la première. Et ainsi on a rabattu le code. Et ça c'est super important. En ES6, donc ça on s'en fout, la génération de promesses on s'en fout parce que normalement vous avez une lib qui crée quelque chose d'asynchrone et qui vous donne une promesse. D'habitude j'ai tendance à dire vous devez créer une promesse, vous avez tort. Il y a quelques cas rares mais bon. Normalement vous êtes censé chaîner à partir d'un truc asynchrone qui existait déjà. Ouais, je suis vraiment trop long, désolé. Donc les générateurs c'est cool et ça utilise les promesses et paf, vous pouvez éclater votre code comme ça, juste avec les générateurs. Regardez mon code sur le repo GitHub, il y a les slides, il y a la version de l'appli en ES5 et en ES6, à condition que vous sachiez utiliser une branche GitHub. Voilà.